Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Éric Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet des Pyrénées-Atlantiques depuis septembre dernier et vous venez d'être, il y a quelques semaines, nommé directeur général de la police nationale en Conseil des ministres. Avant de revenir sur cette prestigieuse nomination, vous êtes arrivé dans un département en septembre 2016 que vous connaissiez déjà puisque vous aviez été sous-préfet de Bayonne. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre la gestion d'une sous-préfecture basque et d'une préfecture avec des Basques et des Béarnais? Alors d'abord, une sous-préfecture comme une préfecture sont des institutions républicaines. Et donc, avant d'être basque ou béarnaise, ce sont deux institutions républicaines qui s'incarnent complètement dans les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité, au-delà des particularismes locaux. Le représentant de l'État dans un département, c'est le préfet ou la préfète. Et les départements sont organisés ensuite en arrondissements. L'arrondissement de Bayonne, l'arrondissement d'Oloron, l'arrondissement de Pau. Et à la tête de chacun de ces arrondissements, il existe un sous-préfet ou une sous-préfète. Dans ce département, d'ailleurs, ce sont 3 sous-préfètes. Catherine Séguin à Bayonne, Nathalie Guessabourdi à Oloron, et puis Marie Aubert à Pau, qui est en même temps la secrétaire générale de la préfecture. Et les sous-préfets sont, dans leur arrondissement, le délégué du préfet. Et donc, ils ou elles agissent sur le territoire de leur arrondissement par délégation du préfet, qui reste, lui, le seul représentant de l'État dans le département. Et je dois dire que moi, dans ce département, j'ai eu beaucoup de chance d'être entouré de 3 sous-préfètes de très très grande qualité. Bien entendu, l'arrondissement de Bayonne, puisque c'est votre question, est un arrondissement particulier, par son histoire, par sa culture, par l'exigence des acteurs de faire vivre, et c'est normal, cette culture. Et je dois dire que depuis plusieurs années déjà, je pense même qu'on peut parler en décennies, il existe entre les acteurs du territoire et l'État une véritable relation de confiance qui s'est instaurée sur le développement de la langue basque grâce à l'Office public de la langue basque, qui est un groupement d'intérêt public auquel l'État participe, à l'ICB, à l'Institut de la culture basque, et puis bien entendu toute l'action éducative qui est menée pour l'apprentissage de la langue, qu'il s'agisse du système bilingue dans les écoles publiques ou privées d'ailleurs, ou bien le système immersif sous contrat d'association avec l'État, je pense aux Icachtola de l'association CHK. Donc oui, le poste de Bayonne, le poste de sous-préfet de Bayonne est un poste très marqué par cette identité forte, mais qui ne doit pas être réduite au simple sujet de la langue ou de l'expression culturelle telle que on peut l'imaginer, mais qui se traduit aussi par une volonté, une fierté, un orgueil dans le bon sens du terme de la communauté du Pays Basque à faire rayonner ce territoire. Et pour le coup, on peut dire que ce rayonnement est aujourd'hui un vrai succès. Est-ce que c'est plus difficile que notre département de gérer 2 identités fortes avec ces Basques et ces Béarnais ? Le département des Pyrénées-Atlantiques a cette particularité effectivement d'avoir deux entités. Il y a plusieurs départements qui ont comme ça des entités bien marquées. Moi qui suis breton, par exemple, dans le département du Finistère, il y a le Finistère Nord, le Finistère Sud, qui sont 2 mondes, mais qui arrivent à travailler ensemble, et heureusement. La particularité peut-être du département des Pyrénées-Atlantiques, ce sont ces 2 entités qui finalement coexistent, je cherchais le mot, ou cohabitent, mais construisent peu ensemble des projets communs. Tout le monde se connaît, s'apprécie, il y a ici une richesse, une qualité de vie, une richesse humaine importante. Et bien entendu, les élus béarnais connaissent très bien les élus basques et inversement, mais il y a finalement, en termes de dossiers, peu de sujets construits en commun. Et ce département est finalement dual, avec beaucoup d'institutions qui sont dédoublées. Par exemple, il y a 2 chambres de commerce et d'industrie. Par exemple, il y a, y compris dans les organisations syndicales,
patronal, le MEDEF. Il y a deux MEDEF. Et donc cette dualité rend les choses un peu plus compliquées pour le préfet, qui a donc des interlocuteurs, j'allais dire, dédoublés, des services qui sont aussi dédoublés. Il y a dans les directions départementales des services de l'État, finalement, de très grosses antennes de ces services structurés à Bayonne, qui peuvent au quotidien un peu compliquer la tâche, renchérir les coûts des services administratifs. Bien, c'est une réalité historique, on a beau dire ce que l'on veut, c'est une réalité qui s'impose à tous et aux services de l'État. Mais, même si cette réalité s'impose, on ne peut pas ne pas espérer que sur certains sujets stratégiques, finalement, ce département mette un peu de côté parfois cette dualité d'identité pour ne pas peser par rapport, par exemple, à la région ou au service de l'État central, peser comme deux entités finalement de 350 000 habitants chacune, c'est-à-dire l'équivalent d'un petit département, lorsqu'elle pourrait agir avec une force de frappe d'un département de 700 000 habitants, ce qui change un peu la donne en termes de rayonnement, de puissance de frappe, etc. Le département des Pyrénées-Atlantiques, dans la Nouvelle-Aquitaine, qui compte 12 départements, c'est le deuxième département en population de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il doit peser de tout son poids dans cet ensemble gigantesque. Il doit exister absolument en pesant de tout son poids. Et on pèse pas le même poids lorsqu'on se présente représentant fortement une population de 700 000 habitants ou en représentant une population de 350 000. Donc c'est un département avec un fort rayonnement, un très fort potentiel. Sur certains sujets stratégiques, au risque de me répéter, je pense qu'il serait bon de temps en temps de construire ensemble, plus que ça, c'est le cas aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, c'est une réalité historique. Les préfets qui se succéderont auront beau, regretter parfois cette dualité et, j'allais dire, les côtés pénalisants qu'elle peut avoir parfois. Cette réalité historique ne changera pas. Vous venez donc d'être nommé DGPN, comme on dit dans le jargon, directeur général de la police nationale. Vous retrouvez le ministère de l'Intérieur que vous connaissez bien, puisque vous aviez été au cabinet de l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, où vous aviez géré entre autres les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle mission dans ce contexte d'attentats de Barcelone ? Eh bien, l'attentat de Barcelone démontre une fois encore que la menace qui pèse sur les démocraties européennes, en particulier les États-Unis, qui ne sont pas à l'abri non plus d'actions terroristes. En tout cas, les démocraties européennes ont, dans un passé récent, et la France y a payé un lourd tribut, en proie à cette menace qui ne faiblit pas et qui peut frapper à tout moment. Et de la manière la plus odieuse possible, puisque on se rend compte aujourd'hui que cette menace finalement peut s'exercer avec des moyens loin d'être sophistiqués. Et donc c'est une menace présente qui peut frapper à tout instant et qui exige de la part des services de police, de renseignement, des gouvernements bien entendu, qui sont les premiers responsables des politiques de sécurité mises en œuvre, une vigilance de tous les instants. Pas seulement des services, des gouvernements. Il faut aussi comprendre que la sécurité n'est pas un service public qui se consomme par les citoyens, comme on peut consommer un service public de l'eau, de l'assainissement, etc. Il y a, je crois, de la part des citoyens, une participation forcément du citoyen à la sécurité collective. Surtout dans ces moments où la menace peut frapper partout, au moment où on s'attend le moins, lorsque des foules sont réunies dans des lieux touristiques emblématiques. Et donc voilà, être citoyen aujourd'hui, ça veut dire aussi être soucieux de la sécurité collective et donc participer par sa propre vigilance, par sa propre attention, par le fait de ne pas solliciter de manière inadéquate, inappropriée les services de police. Tout ça fait partie un peu de notre responsabilité sociale commune en tant que citoyen. L'attentat de Barcelone dit aussi quelque chose, à mon avis, de l'efficacité des politiques qui ont été menées aussi en France par les gouvernements, le gouvernement actuel, le gouvernement précédent.
Vous avez rappelé que j'ai été effectivement aux côtés de Bernard Cazeneuve pendant ces périodes extrêmement dures et éprouvantes. Le fait que la France, qui a été longtemps le théâtre de ces actes odieux, qu'il a moins été dans un passé récent. Les derniers attentats, c'était l'Allemagne, c'était l'Angleterre, c'était l'Espagne. Ça veut dire deux choses, à mon avis. Ça veut dire évidemment que la menace, je l'ai déjà dit tout à l'heure, concerne l'ensemble des pays européens. Mais je veux vouloir dire aussi que ma réflexion tient au fait que si la France a été moins frappée ces derniers temps, c'est qu'il y a eu aussi le retour de l'efficacité du travail des services français, des services de police, de gendarmerie, les services de renseignement, les services des forces armées par l'opération Sentinelle que certains décrient et qui pourtant a toute sa pertinence et son utilité. Alors, disant ça, je suis évidemment extrêmement prudent. Personne ne peut assurer que demain, la France ne revivra pas une tragédie, tant, encore une fois, l'imagination de ces terroristes est parfois sans borne. Mais moi, encore une fois, je veux voir dans le fait que la France connaisse aujourd'hui moins d'actes ouverts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu moins de menaces. Ça dit quelque chose de l'action des services de police et des agents du renseignement en France, et je crois que c'est utile de leur rendre hommage pour le travail qui a été accompli, pour le nombre d'attentats qui ont été déjoués au cours des derniers mois. Très souvent, on a tendance dans notre pays où on aime par-dessus tout la controverse, le débat, la polémique, le débat pour le débat. C'est bon de temps en temps de se rendre compte que des politiques publiques, l'action déterminée d'agents qui travaillent dans l'ombre, loin des médias. Et quand je dis dans l'ombre, je ne veux pas parler que des acteurs du renseignement, je veux parler aussi du policier qui travaille dans la rue, en patrouille. Il y a ce travail de sécurisation qui, à mon avis, n'est pas pour rien dans ce que nous avons vécu et dans ce que nous vivons aujourd'hui dans cette situation qui reste difficile, mais vis-à-vis de laquelle les gouvernements, les services de l'État ont pris le taureau par les cornes. Est-ce que la police de proximité ou du quotidien va revenir, va être un acteur majeur de collecte de renseignements et de lien avec la population ? Alors, la police de proximité ou la police de sécurité quotidienne, peu importe comment on l'appelle, n'est pas une police. Elle participe, bien entendu, elle peut participer, bien entendu, par l'observation, par le renseignement de proximité à la prévention du terrorisme, mais ça n'est pas son rôle premier. Son rôle premier, c'est les fondamentaux de la police. C'est la lutte contre la délinquance et la criminalité, contre le sentiment d'insécurité que peuvent ressentir un certain nombre de nos concitoyens, et notamment ceux qui sont dans des situations de fragilité sociale. Et de ce point de vue-là, c'est un enjeu tout à fait important, totalement complémentaire de ce qui est mené au niveau des services spécialisés. C'est la police du quotidien, c'est la police qui rassure, c'est la police qui connaît les acteurs de terrain, les habitants, c'est la police dans laquelle on a confiance. Et c'est un rôle tout à fait essentiel. On a été obnubilé, et on a eu raison de l'être, parce que les faits étaient ce qu'ils étaient, dramatiques. Et on a développé beaucoup, recruté dans le domaine du renseignement, des services spécialisés de police judiciaire, de police aux frontières, s'agissant des phénomènes migratoires qu'il convenait de gérer de façon efficace. Mais cette police du quotidien, ces brigades qui patrouillent, cette action de police-secours, cette, encore une fois, police qui rassure, n'a pas bénéficié dans ces mouvements de recrutement d'une croissance d'effectifs à la hauteur des attentes. Donc la
police du quotidien, de la sécurité quotidienne, c'est une police qui est organisée effectivement pour rassurer la population et être à ses côtés, essentiellement pour la vie quotidienne, parce que la vie continue et le sujet sera compliqué parce que patrouiller, ça demande de la présence de terrain, de la présence physique. Il y a par ailleurs des contraintes horaires, des contraintes budgétaires, des contraintes de réglementation de la durée du travail, avec des directives européennes récentes qui bouleversent un peu l'organisation habituelle des services de police. Donc il y a une quadrature du cercle à résoudre entre les moyens, les ressources humaines, les ressources budgétaires, les ressources matérielles, et puis l'exigence de proximité, de présence de voie publique que suppose la police quotidienne. Et donc c'est cette quadrature du cercle qui sera un des dossiers que je trouverai sur mon bureau à partir du 28 août à Place Beauvau. Au moment d'entrer dans l'habit de DGPN, si vous aviez un message à adresser à ces policiers, quel serait-il ? Écoutez, moi, il y a un terme qui me vient à l'esprit en écoutant votre question, c'est celui de confiance. À 3 niveaux. D'abord, moi, je mesure la confiance qui m'est faite en me confiant ces responsabilités extrêmement exigeantes. Et précisément, la confiance qui m'est faite, elle s'accompagne d'une exigence forte sur la conduite des politiques de sécurité sous l'autorité du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, du Président de la République. Donc, moi, je mesure complètement ceux qui accompagnent cette confiance. La confiance, je la vois aussi dans la confiance de l'institution policière dans ces policiers, dans ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien. C'est pas de la flagornerie. Moi, je connais bien les policiers, je connais bien leurs représentants syndicaux qui, avec ténacité, efficacité, portent la voix des revendications, des craintes. Et c'est absolument indispensable qu'une réunion de confiance, une relation de confiance, s'établisse ou continue de s'établir entre les policiers et leur administration. À double sens. Parce que la confiance, il faut aussi qu'elle existe chez les policiers eux-mêmes. C'est-à-dire que on n'est pas policier par hasard, on n'est pas policier par défaut, ou alors on est un mauvais policier. Les bons policiers, ils ont choisi d'être policiers, ils ont voulu être policiers. C'est un métier qui les habite, c'est une vocation. Et il n'y a rien de pire qu'un policier qui finalement se pose des questions sur l'estime qu'on a de lui, sur les critiques qu'il entend dans la presse parce que telle affaire est montée en épingle, avec juste raison. Nous sommes une police républicaine et les valeurs de la République sont au cœur de nos préoccupations. Et donc, moi je suis conscient que mon action, c'est une action aussi qui doit conforter absolument la confiance des policiers dans l'institution qu'ils ont choisie et qu'ils aiment. Et une bonne police, c'est un bon policier, c'est un policier qui est heureux de venir au travail, bien que les conditions soient difficiles, et surtout parce que les conditions sont difficiles. Ils sont les premiers à être en première ligne, en prise directe avec ce que la société a de plus violent, parfois de plus sordide. On l'oublie souvent. Et donc cette confiance dans l'institution que les policiers ont choisie et qu'ils aiment est absolument déterminant, j'allais dire, pour ce qu'on appellerait le moral des troupes. Mais il n'y a pas de police efficace s'il n'y a pas un bon moral des troupes. Donc voilà, pour répondre à votre question un peu longuement, je m'en excuse, c'est le terme de confiance finalement et je viens d'expliciter pourquoi, quel sens je donne à ce terme-là. C'est ce terme de confiance que je voudrais passer aux policiers s'ils m'entendaient. Ils vous entendront, j'en suis sûr. Au moment de nous quitter, qu'est-ce que vous retiendrez de ce département ? Je céderai à la facilité en disant que c'est un département superbe, varié, montagneux, maritime, évidemment, mais des terres magnifiques, il y en a partout en France et c'est pas ce qui est le plus discriminant pour moi. Moi, j'emporte dans mes souvenirs, dans mes bagages, pour la deuxième fois, ce que vous avez rappelé effectivement que j'avais quitté ce département en 2010 alors que j'étais sous-préfet de Bayonne, mais je repars avec le même bagage finalement cette fois-ci en 2017. Ce sont le visage d'hommes et de femmes que j'ai croisés dans l'exercice de mes fonctions, des élus, des hommes et des femmes politiques, bien évidemment, mais aussi des entrepreneurs, des agriculteurs, des acteurs associatifs qui ont partagé avec moi, parce que le préfet ne fait rien tout seul, ne peut rien faire d'efficace tout seul s'il n'est pas accompagné d'acteurs.
Moi, j'emporte donc le visage de ces hommes et de ces femmes du Béarn et du Pays Basque qui m'ont aidé dans les fonctions et dans les dossiers difficiles que j'ai eu à traiter. Et puis aussi des moments de convivialité magique partagés avec eux. C'est le Pyrénées-Atlantiques, le Sud-Ouest d'une manière générale, mais les Pyrénées-Atlantiques ne sont pas le dernier département à aimer faire la fête. Il y a une magie ici de la fête. De l'art de vivre, dans ce qu'il a de plus partagé, qui reste pour moi une énigme. Je suis breton, en Bretagne aussi on aime faire la fête, et en Bretagne aussi on a de très beaux paysages, mais il y a ici une magie particulière que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs, et c'est ça que j'emporte avec moi. Alors pas seulement les moments de fête, mais voilà, cette magie qu'il est possible ici de travailler très sérieusement avec des gens très courageux, très sérieux, très investis, mais qui n'oublient jamais l'amitié, l'ouverture d'esprit, la convivialité, même quand les dossiers sont rudes, lorsque les choses peuvent être parfois rugueuses. Mais voilà, on s'explique, on n'oublie pas les fondamentaux. Et finalement, une fois qu'on a réglé les questions, même si c'est passé par des phases difficiles, on a plaisir à se retrouver en commun et à passer un bon moment ensemble. Voilà moi ce que j'emporte de la magie de ce territoire absolument fantastique dans lequel finalement j'aurais eu beaucoup de chance, celui de servir 2 fois dans ma carrière. Est-ce que vous reviendrez nous voir ? Ah, certainement, sans l'ombre d'une hésitation. Dans des fonctions administratives, aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais bien sûr, j'aurais beaucoup de plaisir à revenir. Et dans le Pays Basque, que je connais bien aujourd'hui, pour l'avoir fréquenté 2 fois en tant que sous-préfet et préfet, et pour le Béarn, que j'ai découvert dans ses fonctions de préfet, et que j'ai infiniment aimé après l'avoir découvert. Comme c'est la coutume dans ces petits entretiens, je vous laisse le mot de la fin. Éric Morvan. Eh bien, vous me prenez de court. Le mot de la fin, c'est que finalement, 11 petits mois passés dans les Pyrénées-Atlantiques à la tête des services de l'État, c'est un bail bien court. J'ai quelques nostalgies, j'ose pas dire de regrets, parce que les regrets, c'est pas le moteur de la vie, ça ne mène pas à grand chose. Mais bon, voilà, la nostalgie de pas pouvoir voir la concrétisation ou la conclusion de dossiers qu'on a lancés, qui appelaient des rendez-vous qui étaient déjà fixés pour l'automne, pour le début d'année prochaine, et qui devaient être la phase conclusive de certains dossiers importants que nous avions lancés avec les services de l'État, avec les élus. Donc voilà, ce regret ce petit regret, puisque je disais à l'instant qu'il ne fallait pas en avoir, cette petite déception de ne pas voir la concrétisation de dossiers auxquels on a consacré du temps, de l'énergie et de l'investissement. Mais vous savez, c'est la continuité de l'État, donc il y a un préfet s'en va, un autre préfet arrive, et mon successeur saura sans l'ombre d'un doute continuer à pousser la parole de l'État aux côtés des acteurs de ce territoire pour le faire progresser. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci Éric Morvan et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Euroinfo Pyrénées Métropole 96.6. De la musique et des flash infos.